La serrure ne tournait pas. Il a réessayé, plus lentement cette fois. La clé en laiton était tiède à cause de la chaleur de son gant, mais le mécanisme refusait toujours de céder. Quelque part au bout de la longue allée, un cheval a soufflé par les naseaux. Il était impatienté par le froid. On avait laissé la lanterne au-dessus de la porte s'éteindre. Il avait quelques secondes pour décider. Devait-il frapper à sa propre porte comme un fournisseur, ou la contourner pour passer par l'entrée des domestiques, comme un voleur? Aucune de ces options ne convenait à un homme qui venait de passer la nuit à s'entendre dire qu'il était magnifique. Il est resté sur son perron et a écouté le silence à l'intérieur du grand hall. Et le silence, poli et total, lui a répondu en l'écoutant à son tour. Il ne s'attendait pas à être laissé dehors. En fait, il s'attendait à la petite chorégraphie qui l'accueillait toujours à cette heure. Le sous-valet qui faisait semblant de ne pas reconnaître le parfum sur son manteau. La gouvernante qui prétendait ne pas l'avoir attendu. Le bruit feutré des chaussons sur le parquet, qui signifiait que sa femme s'était couchée tôt. Et qu'elle ne demanderait pas où il avait été. Il avait compté sur ses douces fictions comme d'autres hommes comptaient sur la météo. Il a appuyé son pouce sur la sonnette. Il a entendu, très faiblement, le carillon traverser des pièces qu'il avait payées pour meubler. Des pièces où il ne pouvait pas entrer en cet instant. Son nom, prononcé dans sa propre tête, lui a paru ridicule. Aurelian Vance, 9e duc de Miram, enfermé hors de Miram House, à 6h05 du matin. Un matin qui n'avait aucune raison d'être aussi froid pour un mois de mai. Il a pensé à la femme dont il avait quitté le lit 1 heure plus tôt. La façon dont elle avait ri contre son épaule. Elle l'avait traité de vilain garçon, comme s'il n'avait pas 34 ans et n'était pas le maître de 3 domaines. Il était sorti de son salon en se sentant comme un roi. Il se tenait maintenant sur son perron de marbre. Il se sentait comme un colis qui aurait été refusé. La porte s'est ouverte. Pas en grand. Juste assez pour laisser passer un filet d'air plus chaud et la silhouette de Madame Halloran, la gouvernante. Elle était entièrement habillée à une heure où elle aurait dû être en bonnet de nuit. Elle ne s'est pas écartée. Elle l'a regardé comme si elle évaluait s'il était bien le duc, ou seulement un sosie très convaincant. Puis elle a dit, d'une voix très calme, que sa seigneurie avait donné des instructions. Il a attendu la suite. Madame Halloran était dans cette maison depuis avant son mariage. Depuis avant la mort de son père. Depuis avant, en un sens, qu'il ne devienne celui qu'il était devenu. Une fois, elle l'avait repêché de l'étang d'ornement à l'âge de 7 ans. Elle lui avait séché les cheveux sur son tablier, sans un mot. Elle n'a pas baissé les yeux cette fois. Elle a dit que sa seigneurie avait ordonné de changer les serrures, et que les affaires de sa grâce avaient été retirées de la chambre principale. Elles avaient été installées dans la chambre sud, où il était le bienvenu pour se reposer s'il le souhaitait. Elle a dit cela comme on annoncerait le menu du déjeuner. Il a remarqué que ses mains, croisées sur sa taille, étaient parfaitement immobiles. Il a ri, mais son rire a sonné faux. Un son grêle et cassé, sans aucune chaleur. Et Madame Halloran n'a pas ri avec lui. Il a demandé où se trouvait sa seigneurie. Il semblait n'y avoir aucune autre question possible. Dans la salle du petit déjeuner, a dit Madame Halloran, avec le courrier. Il est entré. Finalement, il ne pouvait pas faire autrement. Le hall sentait comme il sentait toujours à cette heure. La cire d'abeille, les jacinthes coupées que sa femme exigeait en mars et en avril. Et le faible fantôme du feu de la nuit dernière. Le miroir au-dessus de la console l'a saisi sans pitié. Sa cravate était dénouée, à la manière d'un homme qui se serait défait dans la chambre d'une autre, et qui l'aurait renouée à la hâte dans un fiacre. Il y avait une petite marque sous sa mâchoire, de la couleur d'une prune meurtrie. Il ne l'avait pas remarqué en quittant la maison de son amante. Il a détourné le visage du miroir, comme on se détourne d'une connaissance que l'on ne peut se permettre de saluer. Il a marché vers la salle du petit déjeuner avec l'aisance délibérée d'un homme qui se sait observer. Mais qui n'a pas encore décidé par qui. Il s'est dit que quoi que ce soit, ce n'était qu'une querelle domestique. Il s'est dit que les femmes du rang de sa femme ne changeaient pas les serrures. Il s'est dit qu'Éléanore, quoi qu'elle soit d'autre, était raisonnable. Éléanore était avant tout raisonnable. C'était la qualité sur laquelle tout leur arrangement reposait depuis 6 ans. Autrefois, il y pensait avec affection. Comme on pense à un pont bien construit. Dernièrement, il en était venu à y penser comme à un long couloir poli, utile, éclairé, presque entièrement vide. Il a marqué une pause devant la porte de la salle du petit déjeuner. À travers la porte, il pouvait entendre les petits bruits d'une matinée déjà bien entamée. Le tintement d'une tasse posée délicatement sur une soucoupe.
le murmure d'une page que l'on tourne, une plume qui gratte, s'arrête, puis gratte à nouveau. Il a réalisé, avec une petite surprise indigne, qu'il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait entendu sa femme écrire une lettre. En fait, il ne se souvenait pas de la dernière fois où il l'avait entendue, tout simplement, quand elle ne savait pas qu'il écoutait. Il a poussé la porte. Elle n'a pas levé les yeux. Éléonore était assise à la table ronde près de la fenêtre. Une pile de correspondances se trouvait à côté de sa tasse. Un mince registre était ouvert à son coude. Et la lumière du matin, qui avait enfin consenti à arriver, se posait sur le dos de sa main pendant qu'elle écrivait. Elle était habillée, pas en robe de chambre, pas dans cette tenue douce et pâle qu'elle affectionnait à cette heure, mais dans une robe gris tourterelle qu'il ne reconnaissait pas, boutonnée jusqu'au cou. Le genre de robe qu'une femme porte quand elle a l'intention d'être prise au sérieux. Par quelqu'un qui ne s'en était jamais donné la peine auparavant. Ses cheveux étaient relevés. Son visage, quand elle l'a enfin levé, était composé. De la manière dont les visages sont composés par une longue pratique, plutôt que par l'humeur. « Bonjour », a-t-elle dit. Dans le couloir, il avait préparé une multitude de choses à dire. Il avait préparé le rire blessé, le reproche amusé, la plainte affectueuse sur le froid, la serrure et le malentendu de Madame Halloran. Derrière tout cela, il avait préparé une petite colère digne, gardée en réserve. Tout l'a abandonné sur le seuil de la porte. Il se tenait à l'entrée de sa propre salle de petit déjeuner, son chapeau à la main, comme un visiteur, et il a dit, parce que rien d'autre ne venait, qu'il croyait comprendre qu'il y avait eu une certaine confusion au sujet des clés de la maison. « Il n'y a eu aucune confusion », a-t-elle dit. Elle a posé sa plume. Elle l'a fait comme elle faisait tout, sans fioriture, sans hâte, comme si les plumes, les serrures et les ducs répondaient tous aux mêmes petits signaux civilisés. Elle a croisé les mains sur le registre. Elle l'a regardé avec une attention qu'il n'avait pas reçue d'elle depuis peut-être 2 ans. Et il a compris, avec le choc lent d'un homme entrant dans une eau plus froide que prévu. Elle se préparait pour ce matin depuis plus longtemps qu'il ne s'était jamais préparé à quoi que ce soit dans sa vie. « Asseyez-vous, Aurélien », a-t-elle dit. Il s'est assis. La chaise en face d'elle était celle qu'il prenait toujours, et la table, comme la chaise, était inchangée. Et le porte-toast en argent se tenait entre eux, comme ils s'étaient tenus entre eux chaque matin, depuis leur petit déjeuner de mariage. Et pourtant, la pièce était devenue une pièce où il n'avait jamais été auparavant. Il a posé son chapeau sur la chaise vide à côté de lui, car il n'y avait nulle part ailleurs où le mettre. Il s'est rendu compte qu'il portait encore ses gants. Il les a retirés lentement et les a posés sur le chapeau. Elle lui a versé son café. Elle n'a pas demandé s'il en voulait. Elle l'a fait parce que ce geste lui appartenait. Et elle n'avait pas l'intention d'y renoncer, simplement parce que la matinée était extraordinaire. Elle a fait glisser la tasse vers lui. Elle n'a pas souri. « J'ai changé un certain nombre de choses », a-t-elle dit, « pendant que vous étiez sortis. » Il a attendu. Il avait appris très tôt dans leur mariage qu'Éléonore ne disait jamais plus que ce qu'elle avait l'intention de dire, et que la meilleure façon d'obtenir des informations d'elle était de garder la bouche fermée. Par le passé, il avait utilisé cette connaissance pour être charmant. Il l'utilisait maintenant parce qu'il n'avait pas confiance en sa propre voix. « Les serrures d'abord », a-t-elle dit. C'était pratique. Je ne voulais pas avoir de doute sur qui est entré et sorti la nuit dernière, ce matin ou à l'avenir. Le personnel de la maison a été informé. Les nouvelles clés sont avec Madame Halloran et avec moi. Vous en aurez une, bien sûr, quand nous aurons parlé. Je ne vois aucune raison de vous interdire l'accès à la maison. Je n'ai aucune intention d'être théâtral. Il a retrouvé sa voix avec une certaine difficulté. Il l'a utilisée pour dire qu'il ne comprenait pas. « Vous comprendrez », a-t-elle dit. Dans un petit moment, elle a tourné le registre vers lui. Elle ne l'a pas poussé vers lui. Elle l'a seulement incliné pour qu'il puisse lire, s'il le souhaitait, la colonne de chiffres sur le côté droit. L'écriture était la sienne, petite et régulière, et elle s'étendait sur plusieurs pages. Il a reconnu, avec la reconnaissance lente et mal à l'aise d'un homme qui voit son propre dos dans le miroir d'un tailleur, les noms de ses fournisseurs, ceux de ses clubs, de 2 maisons qu'il entretenait, visitait et ne payait pas rapidement. Plus bas, il a reconnu le nom d'un joaillier de Bond Street. À côté, une somme. À côté de la somme, une date. Et la date était celle d'un jour où il avait dit à sa femme qu'il était à son pavillon de chasse dans le nord. Il a levé les yeux. Elle le regardait sans colère. C'était le pire. Il aurait pu affronter la colère. La colère,
Il l'avait gérée chez d'autres femmes, chez ses sœurs, même chez ses intendants, et une fois, chez un cheval. La colère avait une forme et une durée. Ce qui était assis en face de lui dans la robe gris tourterelle n'était pas de la colère. C'était l'attention froide et définitive d'une personne qui avait enfin fait ses comptes, et qui ne les referait pas. « J'ai engagé un avocat », a-t-elle dit. « Maître Salter de Lincoln's Inn. Vous n'avez sans doute pas entendu parler de lui. Il m'a été recommandé par ma tante, qui, comme vous le savez, ne recommande pas à la légère. J'ai aussi écrit à mon frère, qui est actuellement à Lisbonne, et au vieil ami de mon père à la banque. J'ai fait ces choses au cours des 4 derniers mois. Pas, comme vous pourriez l'imaginer, sur un coup de tête la nuit dernière. La nuit dernière a simplement fourni l'occasion pour les serrures. 4 mois, a-t-il dit. Il n'avait pas eu l'intention de le dire à voix haute. 4 mois, a-t-elle acquiescé. Depuis février. Depuis le matin où l'on m'a fait comprendre, par une personne qui pensait être bienveillante, que vous aviez pris une maison à St. James's Square pour une certaine Madame Carrow, et que le personnel là-bas l'appelait la duchesse. Je n'ai pas blâmé la personne qui me l'a dit. Elle avait supposé que je savais. Après tout, c'était une information assez répandue pour que même mon fleuriste en ait entendu parler. Le fleuriste Aurélien. Avant ce matin-là, je n'avais pas pleinement compris à quel point mon ignorance avait été publique. Il a ouvert la bouche, il l'a refermée. Il y avait dans la pièce une immobilité qu'il avait souvent associée à l'instant qui suit un coup de feu dans un bois, juste avant que les oiseaux ne décident de s'envoler. Toute sa vie, il avait été l'homme qui tirait. Il a compris, brusquement et sans réconfort, que ce matin, il était le bois. Éléanore s'est versé plus de café. Sa main n'a pas tremblé. Il a remarqué, avec la précision absurde d'un esprit qui cherche un point d'appui, qu'elle avait retiré son alliance. Elle l'avait posée à côté de la soucoupe. Là, elle captait la lumière du matin et projetait un mince disque d'or sur le tissu blanc. Elle n'avait pas fait de discours en la retirant. Elle avait simplement, à un moment dont il n'avait pas été témoin, décidé que ce n'était plus l'ornement approprié pour l'occasion. Elle l'avait posé comme elle aurait pu poser une épingle à cheveux. « Je n'ai pas pris de décision à votre sujet », a-t-elle dit. « Je veux que vous compreniez cela. J'ai pris une décision à mon propre sujet. Les deux sont liés, mais ce n'est pas la même chose. Et je ne vous laisserai pas les confondre comme je pense que vous pourriez essayer de le faire. Ce que j'ai décidé à mon sujet, c'est que je ne serai plus une femme qui fait semblant. J'ai été très doué pour faire semblant. J'ai été formé pour cela depuis l'âge de 12 ans. J'ai été loué pour cela par des femmes que je respecte et par des femmes que je ne respecte pas. Et j'ai enfin atteint la fin de mon appétit pour cette pratique. Voilà ce que j'ai décidé. Le reste pratique, en découle. » Elle a tourné une page du registre. Elle l'a fait sans baisser les yeux, comme une personne tourne la page d'un livre qu'elle a déjà lu. « J'ai déplacé vos affaires dans la chambre sud. C'est temporaire. Je n'ai pas encore décidé si ce sera permanent. Et je ne le déciderai pas ce matin. Et je ne souhaite pas que vous posiez la question. J'ai écrit à votre mère. Je ne lui ai rien dit qu'elle serait obligée de nier en public. Je lui ai simplement demandé de venir séjourner ici. Elle arrivera jeudi. J'imagine qu'elle voudra vous parler. J'imagine qu'elle voudra me parler aussi. Je n'ai pas l'intention de la faire choisir. C'est une femme bonne, et elle a été plus gentille avec moi que son fils. Il a senti, de loin, la lente chaleur de la honte monter le long de sa nuque et s'installer derrière ses oreilles. Il n'avait pas rougi depuis 15 ans. Il avait cru un jour avoir dépassé ce mécanisme. Il a découvert que non. Les filles, a dit Eleanor, sont avec leur gouvernante. Elles ne savent pas encore que quelque chose s'est passé. Je ne vois aucune raison pour qu'elles le sachent aujourd'hui. J'ai l'intention, pour le moment, de me comporter au repas comme je l'ai toujours fait. J'attends de vous que vous fassiez de même. Nous discuterons, en temps voulu, de ce qui doit être dit et quand. Je préférerais, très fortement, qu'elle ne l'apprenne pas par un domestique ou un cousin. Je préférerais que nous ne soyons pas le genre de parents dont les enfants apprennent les choses de cette manière. Je pense que sur ce point au moins, nous pouvons être d'accord. Il a hoché la tête. Il ne faisait pas confiance à la parole. Il a pensé à ses filles, l'aînée de 6 ans, si sérieuse, la cadette de 4 ans, qui ne l'était pas. Elle dormait à l'étage dans l'aile de la nursery où il n'était pas allé depuis Noël. Il a pensé au visage de l'aînée quand elle lui avait demandé, en février, s'il avait été malade parce qu'elle ne l'avait pas vu au petit déjeuner depuis longtemps. Il avait répondu, d'un ton léger, que les ducs étaient comme les chats et dormaient où bon leur semblait.
Et elle n'avait pas ri. Elle avait hoché la tête, comme sa mère hochait la tête, et était retournée à son pain. Il y a encore une chose, a dit Éléanore. Elle a fermé le registre. Elle a posé sa main sur la couverture. Elle a paru, pour la première fois ce matin-là, légèrement fatiguée. Et il a compris qu'elle était restée éveillée toute la nuit, et qu'elle avait passé la nuit, non pas à pleurer comme il l'avait absurdement supposé quelque part dans le couloir, mais à faire ceci, faire des listes, écrire des lettres, donner des instructions à la gouvernante, décider à quelle heure son mari serait autorisé à apprendre ce que sa vie était devenue. « J'ai modifié nos testaments », a-t-elle dit. Il l'a dévisagé. « Non », a-t-elle ajouté, « d'une manière qui vous déshérite. Je ne suis pas vindicative, Auréliane, quoi que je sois d'autre. J'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a 6 ans, et ce que mon père aurait exigé, s'il avait vécu pour voir ce mariage s'installer. J'ai mis de côté, en fiducie, une part qui ne peut être touchée, ni par vous, ni par aucun de vos arrangements futurs, pour les filles, pas pour leur dot, pour elles. Pour les femmes qu'elles deviendront, peu importe qui elles épouseront, ou si elles se marient. La fiducie est au nom de mon frère et au mien. Et après nous, au leur. Vous n'êtes pas fiduciaire. Vous ne serez pas consulté. Je ne dis pas cela avec colère. Je le dis parce que c'est maintenant la vérité. Et vous devriez le savoir avant le déjeuner, quand mon avocat est attendu, plutôt qu'après, quand vous pourriez vous sentir obligé de faire semblant d'avoir compris. Elle a fait une pause. Elle a regardé ses mains. Elle a regardé, très brièvement, l'alliance sur le tissu. Elle ne l'a pas ramassée. J'ai aussi modifié la disposition de ma propre part, a-t-elle dit, plus doucement. La part qui est venue avec moi. Vous vous souviendrez qu'il y avait, dans le contrat de mariage, une certaine flexibilité sur ce point. Je l'ai exercée. Je ne vous dirai pas ce matin ce que j'en ai fait, parce que je n'ai pas encore fini de le faire. Je vous le dirai en temps voulu. Je ne veux pas que vous soyez surpris devant des étrangers. Je ne veux pas, en général, que l'un de nous soit surpris devant des étrangers. Plus jamais. Cela a été, je pense, la véritable blessure de ces dernières années. Pas ce que vous avez fait. Ce que vous m'avez permis d'apprendre de la bouche de gens qui n'étaient pas moi. Il a posé sa tasse. Il n'y avait pas bu. Le café avait refroidi en un mince miroir sombre dans lequel il pouvait voir le dessous de sa propre mâchoire et la marque qui s'y trouvait. Et au-delà, le lustre, et au-delà, rien. « Eleanor », a-t-il dit. C'était la première fois qu'il prononçait son nom à voix haute dans la pièce. Il l'a entendu comme on entend un nom appelé à travers une place bondée. Faiblement, avec un petit décalage, attaché à une personne que l'on n'est plus certain de connaître. Elle a levé les yeux. Elle ne s'est pas adoucie. Elle ne sait pas non plus, et c'était la chose difficile, endurcie. Elle l'a simplement rencontré de la manière dont la surface d'un lac rencontre une pierre, acceptant la perturbation sans la devenir. Pas encore, a-t-elle dit. Vous voudrez vous expliquer, et je voudrais écouter. Et nous ne sommes ni l'un ni l'autre en état de faire bien l'une ou l'autre de ces choses. Mangez quelque chose. Montez. Lavez-vous. Changez de chemise. Dormez si vous le pouvez. J'ai demandé à Madame Halloran d'envoyer un plateau dans la chambre sud. Nous reparlerons à 3 heures. J'ai gardé l'après-midi libre. Je vous suggère de faire de même. Elle s'est levée. Elle l'a fait sans cérémonie. Elle a ramassé l'alliance sur la soucoupe, l'a considérée un instant comme on considère un petit objet dont on a oublié l'usage, et l'a glissée dans la poche de sa robe. Pas, pensa-t-il, parce qu'elle avait l'intention de la porter à nouveau, mais parce qu'elle n'avait pas l'intention de la laisser traîner pour que les bonnes en discutent. Elle a rassemblé ses lettres. Elle a rassemblé son registre. À la porte, elle s'est arrêtée et s'est retournée. Et la lumière du matin, qui s'était glissée plus loin dans la pièce pendant qu'il parlait, l'éclairait maintenant pleinement, et il a vu, avec un petit choc personnel, qu'elle était belle d'une manière qu'il avait cessé de remarquer il y a quelque temps, et que sa beauté ce matin n'avait absolument rien à voir avec lui. « Encore une chose », a-t-elle dit. « Je ne souhaite pas que vous rendiez visite à Madame Carroll aujourd'hui. Je ne le souhaite pas pour moi. Je suis au-delà de m'en soucier d'une manière qui provoquerait une scène. Je le souhaite pour vous. Vous n'êtes pas en état de prendre des décisions dans cette maison ce matin. Et elle n'est pas, je pense, en état de les recevoir. Il y aura du temps plus tard pour que vous arrangiez ce que vous choisirez d'arranger. Aujourd'hui, s'il vous plaît, restez tranquille. » Elle est partie. La porte n'a pas claqué. Elle n'en avait pas besoin.
Il est resté assis longtemps sur la chaise où il s'était assis pendant 6 ans. Il a regardé la vapeur s'élever du café qu'il n'avait pas bu. Il a écouté la maison bouger autour de lui, de ses petites manières familières. Et il a compris que la maison n'avait en fait pas bougé autour de lui. Elle avait bougé autour d'elle pendant tout ce temps. Et il avait pris sa compétence pour de l'absence. Il a pensé à la façon dont elle avait dit « le fleuriste Aurélien », avec cette petite inclinaison précise du menton. Et il a ressenti pour la première fois depuis de nombreuses années une honte qui n'avait rien à voir avec le fait de s'être fait prendre. Il est monté par l'escalier de service. Il ne souhaitait rencontrer aucun de ces gens dans le hall d'entrée. La chambre sud avait été préparée avec la gentillesse vive et impartiale avec laquelle on prépare une chambre d'amis pour un parent que l'on n'a pas vu depuis une décennie. Ses brosses étaient disposées, son rasoir, une chemise propre. Un petit bouquet des mêmes jacinthes du hall, dans un verre sur le bureau. Parce que Madame Halloran ne croyait pas qu'une pièce de cette maison, même une pièce de banni, devait être sans fleurs. Il s'est assis sur le bord du lit étranger, a mis son visage dans ses mains et est resté très silencieux. Il a pensé, contre sa volonté, à son père qui avait été un homme moins fidèle que lui à tous les égards qui comptaient, et à sa mère qui avait enduré cela avec une sorte de chagrin poli qu'il avait, enfant, pris pour de la sérénité. Il a pensé à la première fois où il avait vu Éléanore, à 22 ans, à travers une salle de bal. Il ne l'avait pas remarqué jusqu'à ce qu'elle rie de quelque chose que son oncle avait dit et se retourne. Et ce mouvement avait révélé un visage qui n'exigeait pas d'être regardé et qui avait donc attiré son regard. Il a pensé au contrat qu'ils avaient signé et au contrat tacite entre eux. Elle serait la duchesse dont il avait besoin, et il serait le duc qu'elle pourrait tolérer. Et le reste, comme on l'apprenait aux gens de sa classe depuis l'enfance, était une question de gestion. Il avait mal géré. Il le comprenait maintenant d'une manière qu'il n'avait pas comprise une heure plus tôt. Il avait mal géré non pas parce qu'il avait été infidèle, ce qui était un péché que son monde pardonnait d'un haussement d'épaule, mais parce qu'il avait été négligent sur la seule chose qu'elle lui avait jamais vraiment demandé, qu'il ne la laisse pas être la dernière à savoir. Il avait laissé le fleuriste savoir. Il avait laissé le personnel de St. James's Square savoir. Il avait laissé, que Dieu lui vienne en aide, la femme de Bond Street savoir, celle qui avait emballé un collier pour une femme dans le papier d'une boutique où sa femme avait un compte. Il avait laissé tout le monde savoir, sauf Éléanore. Et il s'était dit, quand il se donnait la peine d'y penser, que c'était une gentillesse. Il n'avait pas été gentil. Il avait été confortable. Les deux étaient devenus, entre ses mains, le même mot. Et il voyait enfin qu'il ne l'était pas. Il s'est levé. Il s'est lavé. Il a changé de chemise. Il n'a pas dormi. Il s'est assis au bureau dans la chambre sud et a regardé le jardin. Un jardinier qu'il ne connaissait pas de nom rattachait un rosier grimpant qui s'était détaché de son treillis pendant la nuit. Et il a regardé les mains de l'homme, patiente et sans hâte, restaurer la plante contre le mur. Et il a pensé, très simplement, qu'il avait beaucoup de travail à faire, et que rien de tout cela ne serait fait avant 3 heures, et qu'il ferait mieux de commencer quand même. Il a pris une plume. Il a tiré une feuille de papier vers lui. Il a écrit en haut le nom de sa femme. Et puis il s'est arrêté parce qu'il ne savait pas encore ce qu'il avait l'intention de dire. Et parce qu'il avait enfin compris qu'il n'était plus autorisé à dire des choses qu'il ne pensait pas. En bas, dans la salle du petit déjeuner, Éléanore est restée assise seule pendant un quart d'heure après son départ. Elle n'a pas pleuré. Elle avait versé ses larmes en février. Dans une loge fermée à clé, un mouchoir pressé contre sa bouche, pendant qu'une femme de chambre faisait semblant de ne pas entendre dans le couloir. Elle avait alors décidé qu'elle ne pleurerait plus jamais pour cet homme, là où une personne vivante pourrait l'entendre. Et elle avait tenu sa promesse, et elle avait l'intention de la tenir. Elle a fini son café, elle a ramené le registre vers elle. Elle a tourné à une page qu'elle ne lui avait pas encore montrée, a parcouru une colonne du doigt, a fait une petite marque à côté d'une entrée et a fermé le livre. Elle a sonné pour Madame Halloran. Elle a demandé, de la même voix égale qu'elle avait utilisée tout le matin, si la voiture pouvait être prête à 2 heures. Elle avait une visite à faire à Bedford Square avant l'arrivée de son avocat. Madame Halloran, comme plus tôt, n'a pas baissé les yeux. Il y a eu entre les deux femmes un regard qui ne contenait ni conspiration, ni triomphe, seulement la petite reconnaissance mutuelle de personnes qui savaient depuis longtemps ce que l'autre savait, et qui avaient enfin été autorisées à le savoir ensemble. À Bedford Square,
Eleanor avait l'intention de rendre visite à son ancienne gouvernante, qui avait 81 ans et était presque aveugle. Elle lui avait appris, entre autres choses, qu'une femme de sa condition avait deux véritables libertés dans la vie, la liberté de garder le silence et la liberté, lorsque le silence n'était plus honnête, de cesser de se taire. Elle avait l'intention de s'asseoir avec elle pendant 1 heure. Elle avait l'intention de boire du thé léger et d'écouter, comme elle l'avait fait à 12 ans, les petites observations sages d'une femme qui ne s'était jamais mariée et ne s'en était pas portée plus mal. Elle n'avait pas l'intention de se confesser. Elle n'avait pas l'intention d'être réconfortée. Elle avait seulement l'intention d'être, pendant 1 heure, en compagnie de quelqu'un qui l'avait connue avant qu'elle ne soit duchesse, et qui, elle le soupçonnait, la connaîtrait encore après. À 3 heures, dans le salon sud, une pièce qu'il n'utilisait presque jamais, et qui avait donc été choisie, parce qu'elle ne portait aucun souvenir, ils se sont retrouvés. Il avait mangé un peu. Il n'avait pas dormi. Il avait écrit et déchiré 4 versions d'une lettre qu'il avait finalement décidé de ne pas écrire. Parce que les lettres étaient l'instrument des lâches, et il avait l'intention, autant qu'il le pouvait à cette heure tardive, de cesser d'être un lâche dans les petites choses. Elle est entrée en portant un petit dossier en cuir. Elle avait changé de chaussures. C'était la seule modification. Elle s'est assise en face de lui dans un fauteuil bas près du feu, et elle a posé le dossier sur la table entre eux, et elle ne l'a pas ouvert. « Je suis prête », a-t-elle dit, « à écouter, si vous êtes prêt à parler. Je dois vous avertir que je n'interromprai pas, que je ne contredirai pas, et que je ne prétendrai, à aucun moment de cette conversation, à un sentiment que je n'ai pas. Je ne pleurerai pas non plus. Si ces conditions sont acceptables, vous pouvez commencer. » Il l'a regardé. Il a regardé le dossier. Il a regardé le petit feu, qui avait été allumé. Il l'a compris, non pas parce que la journée était froide, mais parce qu'elle avait jugé correctement qu'ils auraient tous les deux besoin d'un endroit où poser leurs yeux. « Je ne sais pas », a-t-il dit. « Par où commencer ?»« Alors commencez », a-t-elle dit, « par la partie que vous préféreriez le plus ne pas dire. Le reste sera plus facile. » Il a ri une fois, un petit son sec, le premier son honnête qu'il avait fait en sa présence depuis peut-être 3 ans. Il a posé ses mains sur ses genoux. Il a regardé, non pas elle, mais le garde-feu en laiton, où une flamme bougeait, se stabilisait et bougeait à nouveau. Il a commencé, contre tous les instincts avec lesquels il avait été élevé, à lui dire la vérité. Pas toute la vérité ce jour-là. Il n'en était pas capable ce jour-là. Mais assez. Assez pour commencer. Il lui a parlé de la maison de St. James's Square, du collier, du fleuriste et du matin de février qu'il ne savait pas qu'elle avait enduré. Il lui a dit qu'il s'était cru discret et qu'il voyait maintenant qu'il avait seulement été protégé. Il lui a dit qu'il avait pris sa constance pour de l'indifférence et sa compétence pour du pardon, et qu'il s'était trompé sur les 2 points, et qu'il était désolé pour cette erreur d'une manière qu'il comprenait être inutile pour elle. Et il se retrouvait, constatait-il, à le lui dire quand même, parce qu'il n'avait nulle part ailleurs où le mettre. Il n'a pas demandé à être pardonné. Il a compris, au milieu de son discours, que demander serait l'insulter à nouveau. Il s'est arrêté à la place quand il a eu dit ce qu'il était venu dire, et il est resté assis, les mains tranquilles sur ses genoux. Et il a attendu. Elle n'a pas parlé tout de suite. Elle a laissé le silence s'installer. Il ne l'a pas comblé. Après un long moment, elle a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient 3 feuilles de papier écrites de sa main régulière. Elle ne les lui a pas passées. Elle a posé sa main dessus, de la même manière qu'elle avait posé sa main sur le registre ce matin-là. Et elle a dit très doucement qu'elle n'avait pas encore décidé quel genre de mariage ils auraient à partir de ce jour, et qu'elle ne se laisserait pas presser pour décider, et qu'elle lui disait cela non pas comme une punition, mais comme un fait. Elle a dit qu'elle ne souhaitait pas pour le moment vivre séparément. Elle a dit qu'elle ne souhaitait pas pour le moment vivre comme ils avaient vécu. Elle a dit que la chambre sud devait rester la sienne jusqu'à ce qu'elle dise le contraire, et qu'il était libre de refuser l'arrangement. Auquel cas, il serait libre de partir. Mais s'il restait, il devait rester selon ses conditions, qu'elle exposerait par écrit dans la semaine, et qu'il serait libre de lire, de contester et de discuter. Elle a dit qu'il n'y aurait plus de discussion sur Madame Caro entre eux, dans cette maison. Jamais. Elle a dit que ce qu'il choisissait de faire à propos de Madame Caro était son choix, et que les conséquences de ce choix seraient à lui de les assumer, mais qu'elle ne serait pas tenue d'en entendre parler à nouveau, et que s'il était un homme avec un reste de grâce, il comprendrait pourquoi.
Il a dit, après une petite pause, qu'il comprenait. Elle a hoché la tête, elle a fermé le dossier. Il y a encore une chose, a-t-elle dit, et sa voix, pour la première fois ce jour-là, n'était pas entièrement égale. Elle ne l'a pas regardé en le disant. Elle a regardé le feu. Les filles, a-t-elle dit, ne doivent rien savoir pour le moment, sauf que nous sommes très occupés, que leur grand-mère vient, et que la maison est en cours de réorganisation parce qu'elle était devenue désordonnée. C'est l'histoire pour elles. C'est, je pense, aussi la vérité. Je ne veux pas qu'elles grandissent dans une maison où leurs parents se mentent sur des choses importantes devant elles. Je ne veux pas non plus qu'elles grandissent dans une maison où les parents ne se parlent pas. J'aimerais, si c'est possible, que nous trouvions un moyen d'être dans une pièce avec elles ensemble sans que ce soit une performance. Je ne sais pas si c'est possible. J'aimerais essayer. Il la regardait alors, pleinement, pour la première fois depuis qu'elle avait dit son nom à la porte de la salle du petit déjeuner. Elle n'a pas soutenu son regard. Elle n'en avait pas besoin. Il a compris qu'elle lui offrait quelque chose qu'il n'avait pas mérité, et qu'il devrait travailler de manière qu'il ne pouvait pas encore imaginer pour le mériter, et que l'offre n'avait pas été faite avec tendresse, mais avec quelque chose de plus stable que la tendresse, qui était un désir de bien faire pour des personnes plus petites qu'eux. Il a compris aussi qu'elle retirerait l'offre sans hésitation s'il la décevait à nouveau, et que cela aussi était une gentillesse, car cela lui disait précisément ce qui était en jeu. « J'aimerais essayer », a-t-il dit. « Alors nous essaierons », a-t-elle dit. Elle s'est levée. Elle a rassemblé son dossier. À la porte, comme le matin, elle a fait une pause. Elle ne s'est pas retournée cette fois. Elle a dit à la porte qu'elle le verrait au dîner, que sa belle-mère arriverait jeudi, et qu'il y avait une lettre sur son bureau dans la chambre sud de son intendant à Miraham, qui exigeait une réponse avant la fin de la semaine, et qu'elle avait pris la liberté de l'ouvrir parce que le sceau avait été brisé par la poste, et qu'elle n'avait pas lu au-delà du premier paragraphe parce que ce n'était pas ses affaires de le faire. Puis elle est partie. Il est resté assis un certain temps seul près du feu. Il a regardé les petites flammes dévorer lentement et soigneusement le dessous d'une bûche. Il a pensé à ses filles. Il a pensé à sa mère. Il a pensé, avec une honnêteté qui l'a surpris, à la femme de St. James's Square, à ce qu'il lui devait et à ce qu'il ne lui devait pas, et à l'arithmétique difficile et adulte de défaire une chose que l'on avait construite négligemment. Il a compris qu'il ne serait pas le même homme à la fin de cette semaine qu'il l'avait été à son début. Et il a compris, de plus, que c'était la première chose utile qui lui soit arrivée en une décennie. Les semaines qui ont suivi n'ont pas été dramatiques. Elles ont été, à bien des égards, les semaines les moins dramatiques de sa vie. Sa mère est arrivée le jeudi, est restée 9 jours, n'a posé aucune question. Et ils lui ont répondu tous les deux avec la courtoisie attentive de personnes qui avaient convenu qu'elle ne devrait pas être obligée de choisir. La maison s'est installée dans sa nouvelle forme avec la petite grâce sans plainte d'une maison qui, en fait, attendait cette forme depuis des années. Les serrures, une fois installées, n'ont plus été mentionnées. La chambre sud a acquis, peu à peu, une rangée de livres, une paire de pantoufles particulières et un petit dessin encadré fait par la fille aînée d'un cheval qui ne ressemblait pas tout à fait à un cheval. La chambre principale à l'étage est restée celle de la duchesse, et elle y dormait seule. Et la maisonnée a compris, sans qu'on le lui dise, que ce n'était pas un arrangement temporaire à commenter. Et ils ne l'ont pas commenté. Madame Carrow a reçu une lettre écrite de sa propre main et scellée de son propre sceau. Et ce qu'elle contenait n'était l'affaire de personne d'autre que la sienne et la sienne. Et elle s'est comportée, en la recevant, avec plus de dignité qu'il ne s'y attendait et bien plus qu'il n'en avait mérité. La maison de St. James's Square a été abandonnée à la fin du trimestre. Le collier de Bond Street a trouvé son chemin, par une voie sur laquelle il ne s'est pas renseigné, jusqu'à un hôpital pour enfants trouvé, où il a été vendu pour une somme qui a surpris tout le monde. Et la somme a doté 2 lits dans le service des enfants à perpétuité. Et les lits ont été nommés, à la discrétion de la directrice, d'après 2 sens ordinaires, sans lien avec personne dans cette histoire. Et cela, pensa le duc, quand on le lui raconta des mois plus tard, était toute la conclusion qu'un homme comme lui avait le droit de demander. Sa mère, avant de partir, s'est assise avec lui un soir dans la bibliothèque et a seulement dit qu'elle avait beaucoup aimé son père, et que l'aimer lui avait coûté des choses qu'elle n'avait pas l'intention d'énumérer, et qu'elle espérait très fort qu'il serait un mari moins coûteux que son père ne l'avait été.
Parce que sa femme était une femme plus admirable qu'elle-même ne l'avait été et méritait un homme moins coûteux. Elle a dit cela sans amertume. Elle l'a embrassé sur le front, comme elle ne l'avait pas fait depuis qu'il était enfant, et est montée se coucher. Il est resté assis longtemps après son départ, regardant la rangée des livres de son père sur l'étagère d'en face. Et il a compris qu'on lui avait donné très discrètement le seul conseil que sa mère lui ait jamais offert, et qu'il ferait mieux de le suivre. Quant à la duchesse, elle a, avec le temps, pris sa propre décision concernant la disposition de sa part. La majeure partie est allée dans la fiducie pour ses filles, comme elle l'avait dit. Une somme plus petite, qui a surpris son propre avocat, a été utilisée pour acheter purement et simplement une petite maison dans un village de campagne qu'elle avait aimé, étant jeune, en son nom propre et celui de personne d'autre. Et l'acte de propriété reposait dans un tiroir de son bureau. Elle n'en parlait pas, ne la visitait pas et n'en avait pas besoin. Il suffisait qu'elle soit à elle. Il suffisait que si jamais elle devait à nouveau pleurer dans une loge fermée à clé, elle saurait, en pleurant, qu'il existait dans le monde une petite porte blanche avec son nom dessus et que la porte s'ouvrirait pour elle. Ils ne sont pas, au final, retombés amoureux de la manière dont le monde aime imaginer de telles chutes. Ils ont fait quelque chose de plus silencieux et, à sa manière, de plus difficile. Ils sont devenus peu à peu un homme et une femme qui pouvaient être dans une pièce ensemble sans jouer un rôle. Qui pouvait parler à leurs enfants à la même table sans faire de la table une scène? Qui pouvait chevaucher par une belle matinée côte à côte sans être tenu, par un long contrat tacite, de remplir le silence avec quoi que ce soit qu'il ne pensait pas? Il a appris à lui demander son avis sur les affaires du domaine et à le suivre. Elle a appris à le donner sans d'abord l'adoucir pour lui. Ils se disputaient parfois à voix basse dans le salon sud, et les disputes étaient résolues ou non. Et l'un ou l'autre résultat était supportable parce qu'aucun d'eux ne faisait plus semblant. Un soir de fin d'automne, peut-être 2 ans après le matin des serrures, il est rentré des écuries, les cheveux humides d'une pluie soudaine. Il l'a trouvé près du feu dans la petite bibliothèque, lisant une lettre de son frère. Elle a levé les yeux. Elle ne s'est pas levée. Elle a dit, simplement, que son frère venait pour Noël et amènerait sa nouvelle femme, qu'elle n'avait pas encore rencontrée. Il s'est assis en face d'elle dans le fauteuil qui était devenu, à force d'usage, son fauteuil dans cette pièce. Et il a dit qu'il serait heureux de les voir. Elle a hoché la tête. Elle est retournée à sa lettre. Après un moment, sans lever les yeux, elle a tendu la main par-dessus la petite table entre eux et l'a posée brièvement sur le dos de la sienne. Elle ne l'a pas tenue. Elle n'en avait pas besoin. Elle l'a retirée après un souffle, a tourné la page et a continué à lire. Il est resté très immobile. Il a compris que c'était ce qu'on lui avait donné à la place de l'autre chose. Il a compris que c'était suffisant. Il a compris aussi qu'il ne l'avait pas exactement mérité, et qu'il continuerait à ne pas l'exactement mériter pour le reste de sa vie, et que c'était cette continuation qui était l'essentiel. Dehors, la pluie s'est calmée. Une bûche a bougé dans l'âtre. Quelque part à l'étage, la voix d'un enfant a appelé sa mère, et sa mère a répondu. La voix était satisfaite et n'a pas rappelé. La maison qui avait autrefois bougé autour d'elle, sans qu'il le remarque, bougeait maintenant autour d'eux deux. Il l'entendait, en était reconnaissant, et ne le disait pas, parce qu'il y a certaines gratitudes qui sont gâchées par le fait d'être exprimées. Et là, près de ce feu, avec la pluie qui s'apaise sur les fenêtres, une lettre à moitié lue sur une petite table, et une main brièvement posée et brièvement levée, nous les laisserons. Non pas parce que leur histoire se termine là, car bien sûr elle ne se termine pas, mais parce que la partie qui nous importait a fait ce que font les histoires de ce genre, c'est-à-dire amener 2 personnes qui vivaient l'une à côté de l'autre dans une pièce où elles pouvaient, enfin, se voir. Et les laisser s'asseoir là ensemble un petit moment. Si vous êtes déjà rentré chez vous aux petites heures d'un matin dont vous ne pouvez pas tout à fait rendre compte, et que vous avez trouvé une porte qui ne voulait pas s'ouvrir, et que vous avez compris, debout sur un perron dans un froid qui n'était pas entièrement dû à la météo, que la vie de l'autre côté de cette porte avait continué sans vous de manière que vous n'aviez pas pris la peine d'imaginer. Alors vous savez quelque chose de ce que le duc a su quand la clé n'a pas tourné. Et si vous avez déjà été celui à l'intérieur de cette maison qui avait enfin posé la plume, appelé le serrurier, très peu dormi, s'était habillé avec soin et avait attendu à une table de petit déjeuner dans la première lumière une personne que vous aviez aimée et qui vous avait déçu. Alors vous savez quelque chose de ce que la duchesse a su quand elle a dit
sans élever la voix, « Asseyez-vous, Aureliane. J'aimerais savoir, si vous voulez bien me le dire, quel moment vous a le plus marqué ce soir? Était-ce la serrure qui ne voulait pas tourner? Ou l'alliance posée à côté de la soucoupe? Ou le petit bouquet de jacinthe dans une chambre préparée sans un mot? Ou la main qui s'est posée un instant sur le dos de la sienne, avant de se retirer? Prenez un moment pour y penser. Ce moment est maintenant autant le vôtre que le mien. Et si vous avez trouvé une certaine chaleur en vous asseyant près de ce feu avec moi ce soir, alors revenez. Il y aura un autre feu, une autre histoire, et une autre porte silencieuse qui s'ouvre à la fin d'une longue journée. Et une chaise vous sera réservée. Approchez-la. Mettez vos pieds à l'aise. La bouilloire est sur le feu. Le prochain conte se prépare déjà dans l'obscurité, derrière les fenêtres, nous attendant tous les deux. D'ici là, mon ami, dormez bien, et soyez plus bienveillants que vous ne l'étiez hier envers ceux qui partagent votre toit. Bonne nuit.